Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour les amis, bon dimanche de printemps à ceux qui sont là ce matin au lieu de se balader. D'ailleurs, on peut se balader avec Sud Radio dans les oreilles. Et Ferniaud fait le marché, il est bien aussi en plein air. Alors vous allez vous dire que je suis un peu obsédé du cochon. Non, pas plus que ça, mais en revanche, il y a eu une telle actualité charcutière en matière de concours, de médailles, de trophées en cette fin d'hiver que juste avant de devenir un peu plus végé, on va s'occuper encore de charcuterie. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. La semaine dernière avait lieu sous l'égide de la CNCT, la Confédération nationale des charcutiers traiteurs, le concours des MAF, M-A-F, charcutier traiteur. Alors, qu'est-ce que c'est que le MAF ? Je vais poser tout de suite la question avec David Bray, qui est avec moi au téléphone. Bonjour David. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous en ce dimanche matin, David. Je vous ai appelé pour une raison simple. D'abord parce que vous êtes, MOF, charcutier, MOF, meilleur ouvrier de France. On connaît, ici dans l'émission, ça se succède pas mal, les MOF. Et vous êtes aussi, vous avez été à cette occasion président du concours des MAF, qui sont les meilleurs apprentis de France. C'est ça ? Tout à fait, exactement. Président de jury national de ce magnifique concours des meilleurs apprentis de France, charcutiers, traiteurs et traiteurs. Alors, moi, j'aime beaucoup parler des MAF parce que les MOF, ce sont effectivement, ça reste un diplôme et un titre absolument merveilleux que l'on garde toute sa vie une fois qu'on l'aura remporté, qui vous donne ce fameux col bleu, blanc, rouge, en tout cas dans les métiers de bouche. Et vous en faites partie. Mais les MAF, je dirais que c'est encore plus exceptionnel vu le jeune âge des candidats. Sont des apprentis par définition, ce sont des mineurs. Alors, ce sont des apprentis, alors pas tous mineurs parce que l'apprentissage a évolué, mais ce sont des jeunes qui ont en moyenne 18 mois de métier. Voilà. D'accord. 18-20 mois. Voilà. Et qui sont généralement apprentis à la fois soit en école, soit déjà chez des maîtres d'apprentissage, c'est-à-dire dans des entreprises. Voilà, tout à fait. Bien souvent, ils sont en apprentissage chez un employeur. Oui, tout à fait. Ils ont un contrat d'apprentissage dans une entreprise. Alors, c'est un concours qui est super exigeant. On connaît évidemment, pour en avoir parlé souvent ici, ce qu'est le concours de meilleur ouvrier de France. C'est un peu la même chose, je dirais, évidemment plus simple, plus facile, parce qu'ils n'ont pas le métier qu'on demande à un meilleur ouvrier de France. Mais ça reste une épreuve vraiment difficile. Oui, tout à fait. C'est le concours prestigieux par excellence pour les jeunes, pour les apprentis. Ce qui est l'équivalent du MOF pour les ouvriers qualifiés, je dirais. Voilà, là c'est vraiment leur graal à eux. C'est les premiers pas vers un concours, mais c'est un concours d'excellence, puisque nous avons des sélections dans les départements, puis dans les régions, et ensuite la finale nationale. Donc là, on avait 18 finalistes cette année. Alors vous, David Bray, vous êtes très à votre affaire parce qu'on va parler évidemment du concours des MAF et peut-être des thèmes qui avaient été retenus pour justement récompenser ces jeunes apprentis. Mais vous, la formation, c'est votre, je dirais que c'est votre cœur de métier, parce qu'on peut être charcutier traiteur de 1000 façons. Vous, c'est plutôt dans la formation, la transmission, le conseil. Exactement. Ça fait 27 ans maintenant que j'enseigne en centre de formation d'apprentissage. Voilà. Où ça À Jonzac, en Charente-Maritime, le 17, très beau département gourmand. Comment s'appelle votre établissement ? Enfin, l'établissement où vous enseignez ? Alors, c'est le CMA, au CFA Formation de Saint-Germain de Lusignan. Voilà, très bien. On connaît la famille de Lusignan, qui aimait bien le cochon. Alors, quand on a cette charge, ça représente, je dirais, un engagement justement auprès des jeunes. Ça veut dire que à la fois vous transmettez, vous enseignez, mais vous êtes là aussi pour, je dirais, pour identifier quels seront ceux qui sont capables, ou en tout cas qui ont l'envie de passer ce genre de concours.
Oui, tout à fait. Alors bon, déjà, on est là pour les former. Ça, c'est notre métier. Moi, c'est mon premier devoir aussi, parce qu'en tant que meilleur ouvrier de France, c'est notre premier devoir, c'est la transmission, la transmission des savoir-faire et puis des savoir-être, de l'esprit. Et justement, c'est aussi le cheminement vers lequel on les amène. C'est-à-dire, après les examens, il y a aussi les concours. Alors celui-ci, il est entre les deux, puisqu'il se fait pendant la période de formation, un peu avant les examens, justement, qui auront lieu en juin. Et ça fait un très bon entraînement. Et c'est vrai que là, cette année, le sujet était quand même très charcutier, à la fois classique, mais très technique, puisque nous avions une terrine de pâté grand-mère, donc une terrine un classique de la charcuterie française, sur une base de cochon et de foie de volaille, avec un confit d'échalote, de la crème, etc. Qu'est-ce que c'est pâté grand-mère? C'est quoi? C'est le pâté de campagne traditionnel ou Alors c'est un pâté un peu comme un pâté de campagne, tout à fait. C'est un pâté rustique, on va dire, mais qui a la particularité d'être sur une moitié cochon et moitié foie de volaille. D'accord, voilà, d'accord. Très riche en foie, mais de volaille, donc c'est quelque chose de plus sain, avec plus de goût et plus de raffinement. Et puis avec la particularité aussi d'avoir du poivre mignonnette, du poivre d'accord, c'est pas mal ça. Dessus. Voilà, qui va diffuser et infuser lors de la cuisson. On le met sur la crépine ou entre deux crépines, voilà. Ouais, et puis parfois on voit qu'il y a une sorte de, comme un glaçage, une gelée fine qui vient emprisonner le poivre mignonnette à la surface. Effectivement, c'est la finition, il y a un glaçage à la gelée dorée, la gelée de porc, la gelée dorée, qui va protéger le produit de l'oxydation de l'air et puis bien sûr apporter un effet et un côté brillant pour la présentation en boutique dans les vitrines. D'accord. Ça c'était le premier thème. Le deuxième thème c'était quoi? Je crois que c'était un saucisson chaud. Tout à fait, c'était un saucisson cuit de porc et canard, mais alors servi chaud, effectivement, avec une garniture et une sauce d'accompagnement. Donc ils avaient un bon d'économa, que je prépare en amont, puisque forcément avant de bon d'économa, sujets, c'est les courses, c'est les commissions, c'est la liste de tous les produits qui rentrent dedans. Je dis ça pour ceux qui ne savent pas. Voilà, exactement. C'est tous les ingrédients qu'on met à leur disposition pour réaliser ces différents produits. Donc je l'élabore après avoir élaboré mon sujet et mes essais, bien sûr, pour tester, puisque les aptitudes, bien sûr. Voilà, et donc après ils ont un choix. Donc là ils avaient des lentilles, ils avaient de la polenta, ils avaient de la semoule. Donc ils pouvaient faire une polenta crémeuse, ils pouvaient faire un petit ragoût de lentilles, ils pouvaient faire des gnocchis à la romaine, etc., etc. Et donc la particularité de cette année, c'est que effectivement l'envoi était chaud. Et ça, c'est une particularité de ce concours cette année. Et puis un troisième produit, très charcutier également, puisque ils avaient réalisé une tourte tout cochon aux fruits secs. Oh, c'est pas mal. Donc, ça. C'est extraordinaire. C'est un produit charcutier, un peu comme le pâté croûte d'ailleurs. Oui, c'est ça. Oui. Mais avec un feuilletage plus souple, j'imagine, que dans le pâté croûte, quoi. Alors là, c'était sur une base de pâte brisée. D'accord. Pâte brisée parce qu'elle était montée en cercle. D'accord. Voilà, et dégusté froid. Donc c'était une particularité aussi de la tourte parce qu'elle était c'est un peu comme les pies, P-I-E-S anglais quoi, les pies, c'est-à-dire une tourte viandée qu'on sert froid, effectivement. C'est ça, tout à fait, exactement. Ok, c'est génial. Oui, donc ils avaient quand même du travail à réaliser. Oui. Donc, et ils ont combien de temps pour se préparer autour des thèmes, ces jeunes? Alors, moi, je fais en sorte d'avoir tout validé avec la Confédération pour que les sujets soient en ligne dès septembre. Ah ouais, d'accord. Et après, ils prennent sur leur temps d'études ou sur leur temps libre pour préparer spécifiquement ces 3 pièces. Voilà, tout à fait. Alors en fait, logiquement, on les prépare aussi au CFA. En CFA, les professeurs les accompagnent, les encadrent. Et puis après, il y a la partie comme ils sont en alternance. Ils sont accompagnés également par le maître d'apprentissage, bien sûr. Ou le patron. Le charcutier traiteur chez qui ils travaillent. Ouais.
Voilà, son patron maître d'apprentissage qui le forme en entreprise. Voilà, donc logiquement, il se prépare sur les 3 semaines. Alors peut-être pas chaque semaine, voilà, mais il y a une préparation. Ils ont le temps, en tout cas, de préparer correctement les épreuves. Voilà. D'accord. Et puis il y a aussi une particularité qu'on a mis en place depuis 2 ans. 1 mois avant l'épreuve, je leur fais, une fois que toutes les sélections sont terminées en région, je leur fais une réunion d'organisation et de préparation au concours MAF. Donc je les fais venir au CEPROC, une journée et demie. CEPROC, c'est l'école nationale de charcuterie à Paris. Tout à fait, voilà, notre maison, notre école de cœur à tous les charcutiers traiteurs et traiteurs de France, et où beaucoup de nombreux, en tout cas, concours se déroulent. Voilà. D'accord, donc ils viennent pour se rencontrer avant l'épreuve. Combien de candidats cette année au MAF, charcutier traiteur? 18 candidats, donc nous avions 3 filles, 3 filles cette année. Voilà. Et ensuite, donc... Bon, voilà. David Bray, restez avec moi, on va se quitter 1 minute ou 2 et après on passe un coup de téléphone à une lauréate de ce concours. Je rappelle, je vous l'ai pas dit, je crois d'ailleurs, qu'il y a eu 5 lauréats, dont une fille. Et la fille, on va l'appeler tout de suite après la pub. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Si vous étiez avec nous pendant le premier quart d'heure d'émission, vous n'avez pas raté le concours qui se déroulait la semaine dernière. En tout cas, on a eu les résultats la semaine dernière. Le concours des meilleurs apprentis de France en charcutier traiteur. Plus charcutier que traiteur, c'est ce que nous disait le président du jury, David Bray, meilleur ouvrier de France charcutier traiteur, et qui est à la fois formateur et président de ce jury de ce concours cette année. Eh bien, on a découvert effectivement que sur les 18 finalistes, on va dire, il y avait 5 lauréats, dont une jeune fille. Et ça fait plaisir. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Et elle est avec nous ce matin au téléphone. Bonjour Agathe Grosjean. Bonjour. Agathe, vous avez remporté alors ce concours de meilleur apprenti de France. La parité n'est pas tellement respectée parce que vous êtes la seule jeune femme sur l'ensemble des 5 lauréats. Tout de même, ça nous fait extrêmement plaisir. Alors, à titre personnel, parce que je suis un petit peu chauvin, vous êtes franc-comtoise, vous travaillez dans le Doubs. Effectivement. Absolument. Vous êtes à Ornans, c'est le pays des Tuyers. Alors c'est un pays de cochons parce que le pays des Tuyers, c'est là où on fume les saucisses notamment, dont les saucisses de Morteau, qu'on connaît bien, c'est pas très loin. Donc Agathe, alors je veux que vous nous racontiez un petit peu votre vocation charcutière. Vous avez quel âge, Agathe? Alors moi j'ai 16 ans. Oui. Et alors cette passion, elle est venue il y a déjà 2 ans maintenant. Ouais. Pendant mon stage de 3e, voilà, où j'ai trouvé mon patron. J'ai fait dans la boucherie où je suis en apprentissage aujourd'hui. Oui, qui se trouve où? À Ornans aussi? Qui se trouve à Ornans, oui. Ouais, d'accord, dans le Doubs. Chez Marius, c'est le nom de la boutique? C'est ça, exactement. Alors c'est drôle parce que chez Marius, ça fait plutôt marseillais que franc-comtois, mais bon. C'est vrai que le nom fait pas très régional quand même. Ça nous fait penser plutôt à Pagnol qu'à Courbet, quoi. Voilà, on peut dire. C'est vrai. Bon, et alors, donc vous avez fait votre stage de 3e, que font tous les élèves de lycée en France, et vous avez eu un coup de cœur. Un coup de cœur pour le travail du charcutier traiteur? Voilà, un coup de cœur pour ce métier. Et après, voilà, la passion est venue comme ça. Puis aussi, j'ai un super patron. Je pense que je lui dois beaucoup et c'est à lui que je dois... Vous pouvez nous donner son nom, de faire ce métier. Ça lui fera plaisir. C'est Anthony Chevènement. Voilà, Anthony Chevènement. Alors, qui a su vous gagner à la passion du métier. Moi, je trouve ça intéressant, mais je vous pose une question préliminaire. C'est quand on a à 14 ans un coup de cœur pour le travail du cochon dans sa région. Est-ce que ça veut dire que vous aviez une famille, des parents qui cuisinent, un intérêt particulièrement pour les métiers de bouche?
Pas plus que ça. Dans ma famille, il y a personne qui est dans ce métier. Tout. Ouais. Bon, après, mes parents aiment beaucoup la charcuterie et les produits comme ça. Mais c'est vrai que non, c'est vraiment arrivé comme ça. Ça veut dire que c'est votre maître d'apprentissage qui a su vous transmettre la passion par la beauté du geste ou la beauté du métier ? Exactement, c'est tout à fait ça. Parce que vous, quand vous aviez 14 ans, donc quand vous avez fait ce stage, vous aviez déjà des envies de voies tracées, de profession plus tard, ou pas du tout ? Si, un petit peu, mais alors c'était pas du tout justement, dans un c'était métier quoi comme ça. Moi j'étais partie pour faire plutôt des grandes études dans le droit, dans l'architecture. Ouais. Et puis c'est arrivé comme ça et finalement ça a un peu changé tous mes plans. Hein. J'imagine. Et je suis partie là-dedans et finalement je regrette vraiment pas. C'est super. Ah mais j'adore cette histoire. David Bray, je suppose que ça vous touche au cœur directement quand vous entendez des jeunes aussi enthousiastes qu'Agathe qui sont tout d'un coup qui tombent amoureux du métier du métier de charcutier traiteur. Tout à fait, exactement. Je suis même ému, voyez-vous, parce que en l'écoutant, ça m'a rappelé mon parcours quand moi j'ai commencé à 15 ans et c'est un peu c'est similaire, quoi. J'ai envie de dire, voilà, moi aussi j'ai fait un stage et je suis tombé amoureux de ce métier. Alors, la différence que je faisais la cuisine de cochon déjà petit, moi je suis tombé un peu dans la marmite. Vous êtes tombé dans le cochon, oui, ça arrive. mais voilà, mais j'adore, c'est un métier qui est passionnant et quand je l'entends parler de son métier et de sa passion, moi je trouve ça magique. Je le dis souvent à mes jeunes, quand on fait un métier passion, c'est tellement facile et tellement plus facile d'aller embaucher le matin. Avec des godasses de plomb le matin, oui, c'est sûr. Mais David Bray, quand on entend Agathe, et vous dites, ça vous rappelle votre expérience, ces métiers de bouche, surtout quand on met en œuvre, parce qu'on est un peu à la frontière de la cuisine, de la pâtisserie et du travail de la viande, c'est donner du plaisir aux gens. Les gens vous le rendent bien parce que le plaisir qu'on leur donne au quotidien, c'est ça qui nourrit les métiers de bouche. Pourtant, et vous le savez puisque vous travaillez avec beaucoup de jeunes dans votre centre de formation, c'est pas un métier qui fait rêver dans le monde d'aujourd'hui à 12-14 ans, quoi. Il n'y a pas beaucoup qui se disent je rêve d'être charcutier. C'est vrai, et ça je ne me l'explique toujours pas. Moi qui ai fait pâtisserie, cuisine et charcuterie, j'aime tous les métiers de bouche parce qu'effectivement charcutier c'est complet, on touche à tout. Alors c'est un métier où on vient pas par hasard. Soit on aime déjà la charcuterie et on vient à la charcuterie parce qu'on l'aime, ou alors on tombe amoureux par hasard, comme vient de le dire Agathe. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on a moins de jeunes, ça c'est vrai, il nous en faudrait plus. Mais la différence, c'est que ceux qui rentrent chez nous, dans 99% des cas, ils restent dans le métier. Ah oui. Et oui, on a très peu en fait de déchets, de rupture de contrat, de pertes en fait, parce que quand ils s'aperçoivent la réalité du métier, la complexité, c'est très précis, on pèse tout est grammé, tout est en pourcentage également par rapport aux différents produits. On a un code des usages, une législation, etc. Donc c'est technique, quoi. C'est très technique. C'est très technique et c'est très complet, très vaste. Je veux dire, dans notre métier de charcutier traiteur aujourd'hui, on va faire de la charcuterie, bien sûr, mais on va faire du plat cuisiné. Mais c'est ça, la cuisine, la pâtisserie, ça touche à tout. Exactement. Agathe, vous de votre côté, quand vous entendez ça, vous venez d'être auréolée de ce titre de meilleur apprenti de France. Ça vous ouvre d'autres perspectives, c'est-à-dire que c'est déjà un chemin que vous vous êtes tracé mentalement? Je sais pas, mais c'est vrai que d'entendre des parcours comme ça, comme celui de Monsieur Bray, ça donne vraiment envie, en tout cas, de continuer dans le métier, de faire encore de grandes choses et d'apprendre encore beaucoup de choses, parce que c'est pas fini et on apprend tout le temps, d'ailleurs, toute sa vie, je pense. Mais vous avez des frères et sœurs, vous? J'ai un petit frère. Un petit frère. Vos parents, votre petit frère, ils doivent être fiers, quoi, d'avoir une meilleure apprentie de France dans le foyer. C'est vrai que ça arrive pas tous les jours, et pas dans toutes les familles, je crois. Non, c'est sûr.
C'est sûr, c'est sûr. C'est vrai. Alors, je voudrais quand même citer vos co-lauréats, puisque j'ai dit vous êtes au nombre de 5. Alors, 4 garçons, à part vous. Arthur Giraudot de chez Pelletan, en Charente-Maritime. C'est pas loin de chez vous, ça, David Bray, la maison Pelletan. Vous devez la connaître, du coup. Oui. Il y a Tugdual-Gournay, qui est de chez l'ami Pascal Joly, qu'on avait il y a 2 semaines ici à ce micro, à Paris, dans le 15e. Il y a Mathias Ruhe, l'entreprise Rotan dans le Bas-Rhin, apparemment. Et puis Mathéo Travers, l'entreprise Fessard dans le 37. C'est bien parce que c'est assez dispersé sur la carte de France. Et pour vous, c'est important, ça aussi, de se dire que le travail est bien fait partout en France, dans tous les CFA et chez les maîtres d'apprentissage, David Bray. Oui, c'est important, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toute l'importance de cette transmission. Et ça passe et par la formation et l'accompagnement en centre de formation, mais également en entreprise. Et puis à travers les concours, parce que voilà, les concours, ça va amener à autre chose, à un autre cheminement, une autre voie de progression, quasi infinie, parce que bon, on peut aller jusqu'au MOF. Maintenant, on fait même une Coupe du Monde des traiteurs, mais avec beaucoup de perspectives. Et tout à l'heure, j'entendais Agathe qui disait que c'était pas fini. Eh ben non, c'est loin d'être fini, c'est que le début. Oui. À 16 ans, heureusement que c'est pas fini. Et qu'on se verra encore sur beaucoup de concours. Et ça, c'est un exemple, parce que vous voyez, il y a pas plus tard qu'une semaine, j'ai fait un courrier de recommandation en français et traduit également en anglais pour un ancien MAF, et donc qui s'appelle Paul Vatrin, et donc qui va partir travailler aux États-Unis, à San Francisco, chez Claude Le Toic. Voilà, meilleur ouvrier de France cuisine. Donc c'est aussi grâce au MAF, ça a été une rencontre pour le MAF avec moi et avec d'autres collègues. Ça l'a emmené après chez Fabrice Courbet, meilleur ouvrier de France, et puis voilà. Et ben voilà. Donc allez, le dernier mot pour Agathe Grosjean, une des nouvelles meilleures apprenties de France. C'est quoi l'étape suivante pour aller vers le MOF ? Qu'est-ce qui suit, Agathe, dans votre vie professionnelle là ? Alors déjà, je vais entamer un BP charcutier l'année prochaine. Brevet professionnel, qui est le stade d'après, effectivement, après le CAP. C'est ça, exactement, la continuité. Ouais. Et peut-être ensuite, un brevet de maîtrise derrière, et puis peut-être le MOF. Voilà, peut-être, dans quelques années encore quand même, mais pourquoi pas. En tout cas, bravo à vous, Agathe Grosjean, bravo à vos co-lauréats, bravo la Franche-Comté aussi, allez, un petit peu de chauvinisme, Et merci David Bray d'avoir présidé aussi dignement et avec autant de succès ce concours du MAF. Mes amis, vous restez avec nous, on va continuer dans le succès charcutier avec un grand charcutier et cuisinier qui nous rejoint en studio là tout de suite après la pub. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez mes amis, on quitte le MAF charcutier traiteur, mais on reste dans le métier. On y est dans la charcuterie ce matin, puisque je vais recevoir un homme qui va nous parler d'un autre très grand concours. Mais si vous vous souvenez, je vous en ai parlé il y a 2 semaines, le concours du fromage, le championnat de France du fromage de tête. Alors si on n'est pas dans la charcuterie là, et justement le résultat va pas tarder à tomber. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour David Baroche. Bonjour Vincent. David, on a eu la chance, enfin moi surtout, parce que vous êtes à la manœuvre, moi j'ai eu la chance de suivre de très près ce championnat de France du fromage de tête, qui est assez emblématique, organisé par la CPCT, c'est-à-dire que la Confédération parisienne des charcutiers traiteurs, parce que il y a la nationale, et puis Paris fait valoir son beau métier de charcutier en organisant ce championnat de France. Exactement, c'est un championnat qui nous tient à cœur, qu'on a repris donc avec la nouvelle présidente, Mélissa Djaborian. Et ça fait donc la 2e année que nous officions pour ce beau championnat de France du fromage de tête. Et c'est une merveille parce que, on le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là il y a 2 semaines, c'est assez emblématique
le fromage de tête, parce que c'est à la fois un produit qui met en œuvre beaucoup de textures différentes, beaucoup de techniques charcutières, parce que c'est pas facile à faire. Non, c'est pas facile à faire. Et d'ailleurs, quand on voit le résultat, c'était très serré. Tu étais présent lors de la finale. On a quand même eu cette année un très très beau niveau de produit. C'est un produit assez complexe parce qu'il y a bien sûr la cuisson à réaliser, l'assaisonnement, et puis ensuite le découpage des viandes, l'assemblage, et tout ça fait cette mosaïque qui est le fromage de tête. Oui, c'est presque comme une roche métamorphique. J'ai envie de dire une mosaïque comme on peut l'imaginer, mais une mosaïque naturelle, comme si la main de l'homme n'avait pas travaillé. Comme si ça s'était mis en place tout seul. Oui. C'est très beau. Pourtant, ça demande beaucoup de travail. La main de l'homme est passée par là. Carrément, parce qu'en plus, le hachage dont vous parliez, c'est il faut décider de la taille de chaque morceau selon les textures. Exactement. Il faut que ça soit lié par une... Enfin bon. Alors, tout ça fait qu'il y a eu 10 finalistes. Oui. Qui ont été donc sélectionnés sur plus de 60, je crois. C'est ça, on a eu une soixantaine de candidats. Ouais. On bloque à 60 le nombre, et nous sommes ravis. Et cette année, ça s'est rempli très très vite. Ouais. Et c'est un concours qui est très couru par les charcutiers. Il y a de quoi. Le titre est beau. Et donc, 10 finalistes dont on va avoir en fait la révélation du lauréat ce soir. Exactement. Au Parc des Princes, un autre genre de sport que le fromage de tête. Oui, un autre genre de sport. Mais effectivement, nous sommes très heureux d'organiser ce gala ce soir au Parc des Princes. Qui joue à guichet fermé, il faut le dire. Ça a même joué des coudes. Et nous allons pouvoir annoncer ce soir le grand gagnant qui reçoit l'Oreille d'Or 2025. Et ça, c'est très couru. Alors, est-ce qu'on peut donner Alors, on peut pas donner évidemment le résultat. Pas encore. L'enveloppe sera ouverte ce soir. On peut donner néanmoins les noms des 10 finalistes qui concourent encore aujourd'hui dans l'attente de ce résultat. Mais bien sûr, et surtout ce qui est très intéressant, c'est que nous avons reçu des fromages de tête des 4 coins de France. Donc, c'est très intéressant. Nous avons par ordre alphabétique Olivier Bonny qui vient de Orsay. Ouais, je sais, c'est chez Sylvain Gadon, un gars du Perche qui a été champion du boudin à Mortagne. Voilà. Ouais, absolument. Ousmane Gandé, qui fait de très jolies charcuteries. On a Pierre Cœurjoli, qui est à Poissy, donc près de Paris. Nous avons Comme des Barès, qui est à Paris, dans le 7e. Nous avons Rémi Frion, qui Il n'est pas chez Arnaud Nicolas, lui ? Exactement. Comme des Barès, c'était dans le 7e, chez Arnaud Nicolas. Rémi Frion, qui a son entreprise, qui est à Charleval. Thibaut Gonzalez, qui est à Thuir. Oui, là c'est le midi lointain. Ah oui. On ne peut pas faire plus loin dans les PO, je crois. Effectivement. On a ensuite une personne de Royal Maison qui est Samuel Masseron. Nous avons un autre Parisien du 15e qui est Louis Morisot. Lui, il est chez Pascal Joly. Exactement. C'est ça. D'ailleurs, il y a eu un finaliste des MAF chez Joly également. Et on peut le féliciter parce qu'il a fait un excellent travail. Oui, et puis on avait Pascal il y a 15 jours avec Mélissa Djabourian ici en studio. Donc tout ça, c'est la famille de la belle charcuterie. Tout ça. Ensuite, on a Cyril Straub qui est de Abergeville. Oui. Abergeviller, je te prie. Abergeviller, on peut se dire que c'est Grand Est. Oui, c'est plutôt. Ça sentirait bien l'Alsace ou la Lorraine. C'est pas breton. Et puis on a Édouard Vidis qui est du Mans. Donc c'est formidable parce que c'est un concours, comme tu l'as dit, qui est organisé par la CPCT, donc par les charcutiers du Grand Paris, mais qui touche tous les charcutiers de France. Bon, et résultat ce soir, je ne m'empêcherai pas de vous le donner, ce résultat, la semaine prochaine. En fait, c'est un truc à épisode, c'est un feuilleton à épisode, le championnat de France de fromage. C'est vrai qu'on fait un petit peu saliver les gens de manière à avoir un maximum de gens intéressés pour venir à ce gala, et ça fonctionne très bien. Et puis c'est vrai que ce soir au Parc des Princes, ça va être extraordinaire. J'en suis sûr. Alors, concomitamment à cela, mon cher David Baroche, vous avez ouvert cette semaine à Paris une charcuterie. Alors vous qui m'écoutez, vous vous dites oui, ça semble assez naturel qu'un charcutier ouvre une charcuterie, sauf que David, il a double casquette de charcutier et de cuisinier. On vous a connu dans une brasserie, la brasserie qui porte votre nom, Brasserie Baroche, Paris 8e, qui est en travaux en ce moment et qui ne saurait tarder à rouvrir. Et
Pourtant, vous avez quand même, vos premières amours, là, vous avez tenu à ouvrir une boutique, une charcuterie. Ben oui, parce que d'abord, on n'a qu'une vie, autant essayer de réaliser nos rêves. Oui. Et c'est vrai que j'ai toujours été baigné dans la charcuterie. Mes parents étaient charcutiers en banlieue parisienne et nous étions sur les marchés. Et j'ai voulu créer cette boutique comme un marché, en fait, un peu comme une halle, puisque les produits sont en libre service. Tout comme je me rappelle, il y a quelques années, je voyais les gens choisir leurs fruits et légumes. C'est un peu le modèle des primeurs, en fait. C'est ça. C'est ça. Et je dis, mais pourquoi est-ce que les gens ne pourraient pas choisir leur charcuterie ? Ben oui, une tranche peut-être vous fait de l'œil, un saucisson vous fait plus envie qu'un autre. Donc on laisse vraiment nos clients choisir leurs produits dans les frigos qui sont à leur disposition. Et c'est comme ça que nous avons créé effectivement cette épicerie charcuterie. Alors ça impose, David Baroche, d'avoir un packaging particulier, beaucoup de produits sous vide, beaucoup de produits dans des sachets. Oui, c'est vrai. Alors pas de découpe. Du coup. Non, alors peu de découpe et on essaie bien sûr de faire attention à notre empreinte carbone. On utilise des sacs notamment en papier, des sacs sous vide nouvelle génération où il y a pas de plastique ou peu de plastique ou du plastique réutilisé. On essaie quand même de faire très attention à tout ça. Mais l'idée, effectivement, c'est une boutique ouverte. C'est une charcuterie, mais voilà, comme je l'appelle, épicerie charcuterie moderne. Épicerie, et en plus, comme dans les grands marchés de France, tels les Halles Paul Bocuse, on peut déguster. Oui, c'est ça. Il y a des tables et on peut faire le mâchon, quoi. Exactement. Le casse-croûte parisien. On peut faire ses courses, on a des petits paniers à l'entrée et ensuite à la caisse, on peut décider de manger sur place. Il y a une table d'hôtes. C'est très sympa parce que les gens finalement finissent par tous manger ensemble. C'est le principe de la table d'hôtes et il y a une belle joie de vivre et de jolis produits à partager. Et alors, c'est rue Cadet, dans le 9e, qui est un beau quartier commerçant, entre les grands boulevards et la butte Montmartre, on peut dire, pour faire large, pour ceux qui ne connaissent pas Paris. Et vous avez un produit spécifique qui est un peu votre image de marque, c'est la saucisse. Oui. J'adore la saucisse. Je trouve que c'est un produit avec lequel on peut énormément se faire plaisir, travailler. Nous faisons des saucisses cuisinées. J'en ai apporté ici, là, d'ailleurs, quelques spécimens. Nous avons une saucisse, pour être sur la saison, là, à base d'épinards et d'ail des ours. Nous avons une saucisse verte, alors. Une saucisse verte. Nous avons une saucisse franc-comtoise avec du lard fumé confit à l'intérieur. Vous vouliez me faire plaisir, voilà, c'est pour ça. Du comté, une compote d'oignons et puis une pointe de cumin. Enfin voilà, la saucisse, on peut vraiment la décliner. Le cumin qu'on trouve dans la Montbéliard. Exactement. Le carvi, quoi, la graine de cumin, quoi. C'est ça. Et nos saucisses, nous les proposons cuites. C'est-à-dire que le client n'a plus qu'à la réchauffer, soit la mettre à la poêle, soit au four, au barbecue ou à la plancha, comme il le souhaite, mais de manière à avoir un bel appoint de cuisson sur nos produits. Bon, alors restez avec moi, David Baroche, parce que là, vous m'avez carrément fait saliver. Vous savez quoi ? J'ai envie que vous, roi de la saucisse, vous soyez en contact avec le roi du boudin. Là, je pense que c'est une belle histoire charcutière. C'est tout de suite après ça. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. L'émission avance et nous sommes toujours sur le territoire charcutier de France. Ça fait du bien, sauf que je me sens un petit peu à jeun. Mais comme David Baroche, charcutier et cuisinier, m'a apporté des saucisses, tout à l'heure, je pense que je vais tailler une petite rondelle, mon cher David. Je le disais juste avant cette petite pub, je disais, David est un roi de la saucisse parce que vous en avez fait votre image de marque dans votre nouvelle charcuterie. Des saucisses créatives, pas uniquement de la... Oh, il y a aussi de la tradie. Il y a de la tradie aussi, oui, bien sûr. Mais la saucisse purée, c'est un plat super réconfortant. Et ça fait du bien en période où l'inflation a fait du dégât, parce que saucisse purée, c'est très abordable. D'ailleurs, il y a de plus en plus de bistrots et de brasseries qui proposent ce plat en plat du jour, parce qu'ils savent que voilà, c'est pas onéreux et en plus, il marche bien, comme on dit. Et c'est réconfortant. La saucisse et les patates. Alors, nous avons donc en studio le roi de la saucisse, en tout cas du moment, et je voulais vous introduire auprès du roi du boudin. Nous l'avons au téléphone, c'est Christophe Belperche. Bonjour Christophe.
Bonjour. Christophe Belperche, charcutier traiteur à Crèvecoeur-le-Grand, c'est dans l'Oise, c'est entre Beauvais et Amiens, hein, on est à peu près mi-chemin. Voilà. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc on voit, alors on se dit, tiens, mais pourquoi est-ce qu'il a passé un coup de fil à ce charcutier en particulier ? D'abord parce que c'est un très bon professionnel, hein, mais il a un titre assez envié. Il vient de remporter le concours national du boudin noir de Mortagne-au-Perche, qui est un peu les Olympiades du boudin, Christophe. Oui, tout à fait. Hein, chaque année. Et alors, ça ne suffit pas d'avoir remporté le titre devant, je crois, plus de 400 ou 450 candidats ? Oui, 450 échantillons, effectivement, oui. 450 échantillons goûtés il y a 10 jours. Oui, on avait le grand maître de la confrérie des goûts de boudin la semaine dernière en studio pour évoquer la foire au boudin de Mortagne. Et je voulais absolument parler avec le vainqueur parce qu'il a un truc particulier, mon cher David Baroche. C'est que Christophe Belperche a remporté ce titre pour la 2e fois consécutive. Est-ce que vous vous rendez compte ? Non, mais ça ne s'est jamais vu. Non mais c'est complètement dingue sur presque 500 échantillons. Ça veut dire que à l'aveugle, ils ont regoûté et Christophe a à nouveau gagné. Il y a forcément un secret. Ah voilà, c'est ce qu'on va essayer de percer. Alors bon, oui, non mais le secret, je sais pas, mais bon, en tout cas, c'est magique. C'est magique pour vous, mais c'est aussi magique pour le concours parce que on se dit. Si vraiment c'est le meilleur de France, c'est ce qui semble, hein, on peut se dire c'est sûrement le meilleur du monde parce qu'il y a en plus un concours international, hein, qui arrive pas au niveau des Français, hein, un petit cocorico là, Christophe. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous mettez dans votre... Alors je sais, vous allez me répondre c'est la recette classique, mais qu'est-ce que vous mettez dans votre boudin ? Alors je pars en fait avec la recette traditionnelle, en fait, on fait confire les oignons. Est-ce que c'est la manière de les faire confire ou les faire revenir au démarrage ? Vous preniez de l'oignon jaune, du gros oignon, du jaune paille ? Du gros oignon jaune, charcutier, en taille 70-80. Ouais. Hein, de diamètre. Et puis après, comment l'expliquer ? De toute façon, c'est exactement la même recette que l'année dernière et que l'année d'avant. Et puis ceux qui nous, alors évidemment, les charcutiers qui nous écoutent se disent on reconnaît. Mais ceux qui nous écoutent, ils l'achètent leur boudin, ils le font pas, donc ils ont envie d'entendre la recette. On démarre. Donc on fait rissoler ou on les fait un peu colorer nos oignons ? Alors moi, je fais colorer une partie. Ouais. Et étuver le reste. Et après, je cuis, je confie avec le reste, effectivement. D'accord. Une fois qu'on a fait les oignons, on sait bien que le boudin noir, c'est du sang de porc. Hein, pour un tiers à peu près ? Voilà. Du sang de porc, à peu près, oui. À peu près, un tiers de la recette. Alors, je vais vous poser une question que je pose à David Baroche en même temps. Le sang de porc, on sait que quand on veut cuisiner chez soi, par exemple, des civets, avec des sangs de gibier, etc., c'est très compliqué, la commercialisation, parce que ça se vend en poche, etc. Pour les professionnels, c'est bien organisé ? Alors en fait, pour le gibier, c'est très compliqué. D'abord parce que, notamment dans un lièvre, il y a très peu de sang. Oui, et puis on ne l'abat pas dans des conditions encadrées. Et puis une fois qu'il a pris une balle, plutôt une chevrotine, il peut perdre son sang. Mais pour le cochon, c'est très encadré et on arrive à avoir du sang de grande qualité dans le bon abattoir. C'est le cas chez vous, Christophe ? C'est tout à fait ça, De toute façon, pour un bon boudin, il faut du sang de porc le plus frais possible. Oui. Et du gras. Et du bon gras, parce que c'est ça qui fait le goût. Alors, le gras, moi j'ai envie de dire les gras, parce que dans un cochon, il y a des gras extrêmement différents. Vous prenez quoi, vous, de la bardière ? Du gras de bardière, oui. Nous, on met le gras de bardière de nos cochons fermiers élevés en plein air d'Auvergne. Ah, vous prenez du cochon d'Auvergne ? Voilà. Pourtant, il y a du francilin qui est pas mal, du porc au lin dans votre coin. Oui. Mais bon, on a choisi parce que, en fait, je suis allé voir les éleveurs et nous, on voulait vraiment un cochon. Le top du cochon, quoi. Élevé en plein air, dans de très bonnes conditions. Et le cahier des charges, tout ça nous a plu et on est parti là-dessus. Ça fait maintenant un peu plus de 10 ans. Bon, le boudin, c'est simple, quand on vous écoute, grosso modo, c'est un tiers,
oignons, sang et lard. À peu près. C'est à peu près ça. Bon, on va pas pousser plus loin. Hein. On n'aura pas la recette. Mais bon, non, c'est pas. Enfin, quelque part, c'est comment l'expliquer. Moi, c'est ce que je dis. Je pense qu'on peut mettre 10 professionnels les uns à côté des autres avec la même recette. Je pense qu'on sortira 10 boudins différents. Ah oui, et puis l'assaisonnement, ça compte, hein. L'assaisonnement, voilà, sel, poivre. Peut-être. Vous voyez, comme quoi, pour gagner 2 fois le concours des meilleurs boudins du monde, il faut juste faire le truc normal. Sauf qu'il faut avoir les bons produits. Oui, les bons produits. Après, quoi dire de plus, je peux pas trop vous l'expliquer. Enfin bon, voilà, le résultat il est là. Non mais moi, le résultat c'est que vous faites un boulot sérieux. On sent que vous dérogez pas avec la qualité. Si vous allez chercher votre cochon en Auvergne, il y a une raison. Et une autre chose, Christophe Belperche, dans votre charcuterie. Alors, pour terminer avec le boudin, il doit être embossé donc dans un boyau naturel, évidemment. Oui, hein, tout à fait. Et à chaud ou à froid? Moi, quand on pousse, quand on embosse ce mélange de sang, lard et oignon, ça se fait à froid ou à chaud? Ça se fait tiède. Comme ça. Non, mais quand vous incorporez le gras, en fait, le gras, il faut que l'oignon soit pas trop chaud non plus, pas qu'il soit, pour pas avoir de la fonte. Après, quand vous incorporez le sang, il faut qu'il soit encore la mêlée, il faut qu'elle soit baissée en température pour pas que le sang coagule. Enfin, d'accord. Voilà, c'est tout un. Enfin bon. Vous, c'est votre métier, donc ça vous semble naturel, voilà. Mais pour ceux qui nous écoutent, non. Voilà. Tout à fait. En tout cas, moi, je suis très admiratif. Hein, je tiens à vous le dire parce que il y a eu beaucoup de concours charcutiers, Rion, Rillette, au Mans notamment, le boudin, l'andouillette, parce que moi je suis de la 5A, donc on est sur une multitude de produits charcutiers. David, c'est ça aussi aujourd'hui la vivacité de ce métier, qui est extrêmement divers et qui regagne des parts de marché. Il faut le dire parce qu'il était assez maltraité, le cochon, depuis quelques années. Oui, mais je pense que la charcuterie a beaucoup évolué. On peut pas comparer la charcuterie que nous faisons maintenant et celle que nous faisions il y a 20 ans. Mais pour revenir au concours du boudin, le boudin, c'est vraiment un tour de main. Ce que nous explique ce charcutier, c'est que il peut donner la recette, mais c'est vraiment la température, mais c'est une recette qui se fait à la main. Ça se fait à la main. Et au feeling, voilà, c'est pas un four, c'est vraiment à la main. Le boudin, c'est un produit du terroir. Qui est issu d'ailleurs des traditions de la tue cochon. Hein. Quand on faisait l'abattage des cochons dans les fermes, c'était une fête, et on faisait le boudin pour pas perdre le sang, quoi. Et oui, on se dépêchait de récupérer le sang, de le foisonner, et ensuite de l'agrémenter donc avec des oignons, du gras, des assaisonnements, et puis on le cuisait. Et c'était souvent d'ailleurs dans la tue cochon un des premiers produits que l'on mangeait, puisque c'est instantané. On le cuit, on le coupe, on le mange. Et on se régale. Bon voilà, je suis sûr que votre clientèle doit croître, mon cher Christophe Belperche, parce qu'on doit venir de loin pour goûter votre boudin aujourd'hui. Oui, tout à fait. Non, mais mes équipes et moi-même, nous sommes vraiment très, très heureux écoutez, et ça fait du bien, et vive la charcuterie, quoi. C'est bien mérité. Je rappelle que votre magasin est à Crèvecoeur-le-Grand, à mi-chemin entre Beauvais et Amiens, dans l'Oise, côté Oise, et que la charcuterie Belperche, elle fait du boudin, puis elle va en faire même plus qu'il faudrait peut-être, avec le succès. Du bon boudin puré. Et vous livrez ou pas? Vous avez un site internet ou sous vide? Non, j'ai pas de site. Non, ça part pas par colis postal encore. Il faudra y penser, Christophe. On va négocier ça. Tout à fait. On a eu une grosse demande l'année dernière, justement, par rapport à ça. Écoutez, David, il a l'air intéressé. Pourquoi pas pour être revendeur de ce fameux boudin à Paris. Pourquoi pas dans sa boutique de la rue Cadet. Merci beaucoup, messieurs, chers amis charcutiers. Voilà, les amis, l'émission se termine sur ces magnifiques victoires de la charcuterie et du cochon français. La semaine prochaine, je serai un peu plus printanier. Je vous le promets, je serai un peu plus green, un peu plus végé, parce qu'on a fait beaucoup cochon quand même là, en fin d'hiver. Dans quelques minutes, les infos de 11h, et après vous retrouvez Alexandre Devecchio en toute vérité. Allez, bon dimanche à tous, à table ou en balade, Sud Radio dans les oreilles.
Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.